sur le plateau d'Invivo au sein de ce SIA 60e édition. Je suis en très bonne compagnie. On va parler pour cette dernière table ronde de ce lundi de la digitalisation des organismes stockeurs, OS, Coopérative et Négoce Agricole. Comment ces organismes stockeurs se transforment-ils? Comment ils introduisent le digital pour aller chercher de la performance opérationnelle? Retour d'expérience de 3 dirigeants sur la façon dont leur structure appréhende la transformation digitale aujourd'hui, avec quel objectif de création de valeur, avec quels moyens, comment est-ce qu'ils embarquent toutes leurs équipes dans cette transformation, quels sont également les facteurs clés de réussite. La transformation digitale des coopératives et négoces est-elle également un levier d'amélioration de la performance opérationnelle? Et puis, est-ce qu'il y a véritablement urgence aujourd'hui à se transformer pour aller chercher de la valeur, de la performance et améliorer la compétitivité des filières? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre sur ce plateau en compagnie de Édouard Piens, directeur stratégie et innovation d'Invivo. Vous venez de chez Soufflet où vous avez géré les projets stratégiques d'innovation, d'organisation et de performance. Christophe Richardot, DG de Dijon Céréales Coopérative, qui a pris le virage du digital, on va en parler. Vous testez beaucoup de solutions digitales, vous avez structuré même un pôle data, on va y revenir dans quelques instants. Yannick Stenou, en charge de la digitalisation de l'ensemble des usines Bell. Bell ayant pris le virage du digital il y a quelques années, 3 ans environ. Auparavant, vous étiez chez Danone et Nestlé. Et enfin, Félix Bonduel, directeur de Javelot, AGTech, qui propose des solutions digitales pour ces organismes, ces OS. Donc, bienvenue messieurs. On a 45 minutes de discussion. Première partie, première question que j'adresse à Édouard Piens. Où en sont les organismes stockeurs en termes de digitalisation aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pris le train de la digitalisation? Est-ce que l'industrie 4.0, est-ce que c'est aussi pour les OS? Alors oui, difficile de dire exactement où on est chacun, parce que chaque OS, bien évidemment, est différent. Il y a ceux qui ont pris de l'avance, qui ont pris les premiers trains, et puis ceux qui les regardent passer en attendant d'en récupérer un. Est-ce que la digitalisation, c'est important c'est important pour les OS? Bien sûr c'est important. Bien sûr que la transformation digitale et la transformation en général est très importante pour les OS. C'est un facteur de compétitivité, c'est un facteur d'attraction pour nos clients, et c'est un facteur d'amélioration de nos process. Donc chez Soufflet, ça fait 4-5 ans qu'on a pris ce virage au niveau de l'organisme stockeur de Soufflet Agriculture. C'est un sujet qu'on adresse, c'est un sujet qu'on adresse progressivement, qu'on adresse en apprenant, en marchant. Pour nous, l'agriculture, dans le groupe Invivo, on a des industries et on a la partie distributeur agricole. La partie distributeur agricole est un petit peu plus sur le temps long, parce que quand on parle de distribution agricole, on parle de batch de 1 an. Et donc un essai, une innovation, on l'implémente et on a le résultat au bout d'un an, au bout d'une campagne. Donc par rapport aux industries normales, on est sur un temps un petit peu plus long. Maintenant, il est adressé et on l'adresse progressivement. Christophe Richardot, chez Dijon Céréales, depuis 2018, il y a une nouvelle feuille de route. Est-ce qu'on peut y revenir dans les détails? Alors effectivement, depuis 2018, moi j'ai eu la chance d'avoir 3 conseils d'administration qui se sont organisés, donc à savoir Dijon Céréales, Bourgogne du Sud et Terre Comtoise, pour créer une union qui s'appelle l'Alliance BFC, destinée à, on va dire, adapter l'agriculture régionale à un monde qui évolue. Et les 2 axes principaux en 2018, c'était l'adaptation au changement climatique et le digital. Donc alors moi, le digital en 2018, c'était un peu flou quand même. On a créé une structure, une équipe R&D, et dans l'équipe R&D, on a commencé par 1 data scientist, 2 data scientists, on a structuré. Aujourd'hui, on est à 6. Et pour vous donner le premier exemple qui, moi, m'a frappé avec l'équipe, c'est qu'on s'est mis en lien avec l'INRAE pour avoir des données officielles, notamment sur l'impact du climat sur la région. Ce n'était que de l'agrégation de données, des données climatiques, de données pédoclimatiques sur la région et de données, on va dire, modélisant les 12 cultures les plus importantes sur la région. Et on a fait une projection uniquement en gérant ce qu'on appelle du géospatial, c'est-à-dire sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, une projection de l'impact du climat à 2050 et une projection de l'impact du climat à 2100 pour analyser ce qui allait potentiellement se passer, ce qui nous a amené ensuite
à réfléchir. Donc le premier travail des data scientists, ça a été de projeter l'avenir quelque part, avec de la donnée. Félix Bonduel, les OS se digitalisent et l'existence de Javelot, elle en est la preuve. Bien sûr, je ne peux pas dire le contraire. Ce serait mentir que de dire le contraire. Aujourd'hui, on équipe 20% de la collecte française en l'espace de 6 ans. Donc oui, il s'équipe massivement et ça va vite. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez hétérogène. Quand on va questionner les dirigeants d'organismes stockeurs, effectivement, ils nous disent tous, à 98%, que c'est hautement stratégique ou stratégique pour leurs organisations. Donc c'est évident que tout le monde nous dit ça. Ça, c'est absolument certain. Après, effectivement, il y a une forme d'hétérogénéité. Certains nous disent, c'est vrai pour à peu près 60% d'entre eux, on a besoin d'aller très vite dans cette prise de décision et dans la mise en place de ces solutions-là. D'autres nous disent, effectivement, il faut qu'on prenne du temps, il faut qu'on prenne le temps de pouvoir tester les solutions, de pouvoir prouver le retour qu'on va avoir, puisqu'on est, pour reprendre l'expression de certains, on a un métier de centimier, on a besoin de prouver la valeur. Donc notre rôle en tant qu'entreprise du digital, c'est de leur prouver la valeur pour pouvoir aller encore plus vite dans l'implémentation de ces solutions. Yannick, la prise de conscience chez Bell, elle date de quoi, 3-4 ans ? Et en fait, alors moi je vais vous donner le point de vue d'un industriel. En fait, le virage, on l'a pris il y a quelques années et avec une volonté d'avancer très vite. On a pris conscience d'un certain retard en fait qu'on avait sur ces sujets et en fait ça va au-delà de la recherche de performance. Bien évidemment, le digital amène de la performance opérationnelle, ça c'est indéniable. Mais c'est également un formidable levier de transformation. Et nous, on a pris l'angle en fait de la transformation digitale sur l'aspect humain. Et on a commencé à digitaliser nos usines, on a commencé par digitaliser nos lignes de production parce que sur ces lignes de production, on a des opérateurs et que ces opérateurs ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'évoluer, ils ont besoin d'être plus responsables dans leurs actions, dans leur prise de décision. Et le fait de leur amener la data, de leur amener tous ces éléments, en fait, a contribué fortement à rendre on va dire, leur poste plus intéressant et beaucoup plus responsabilisant qu'avant. Il y a 3 éléments que je voudrais quand même signaler sur le digital. Le premier, c'est effectivement, on a 3 axes qui sont, et bien évidemment, la data. Vous l'avez très très bien dit, sans la data, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, la question, effectivement, c'est quels moyens on se donne pour l'analyser et comment on peut la contextualiser pour lui donner une dimension beaucoup plus prédictive. Et ça, c'est fondamental, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi ce qui va se passer demain et comment la data peut nous aider à prendre les bonnes décisions demain. Le deuxième axe, notamment sur les industries, c'est l'axe énergétique. On est tous confrontés effectivement à des sujets sur les évolutions du prix de l'énergie. Et l'énergie renouvelable, et Bell s'est engagé dans un programme de décarbonation extrêmement ambitieux. C'est un axe pour nous extrêmement important sur le digital. Et le troisième élément, qui est aussi un élément fondamental, c'est les flux. Comment est-ce qu'on réussit grâce au digital à optimiser les flux, qui sont souvent des éléments qui sont peut-être pas très visibles en termes de ROI, mais qui sont extrêmement fondamentaux. Édouard, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, effectivement, c'est un sujet stratégique, mais il peut y avoir une approche progressive tout de même ? Alors oui, je suis d'accord, c'est un sujet stratégique. On fait partie des 98% des gens qui disent que c'est stratégique. Oui, on peut avoir une approche progressive. C'est-à-dire que si on prend notre exemple, on a lancé l'application Farmi en 2017, si je ne dis pas de bêtises, avec uniquement une application qui était descendante. Ensuite, on a commencé à introduire un certain nombre de choses. On a introduit les contrats collecte dans l'application. Donc, nos clients agriculteurs sont capables de contractualiser directement leur moisson avec nous, qu'elle soit déjà dans nos silos ou qu'elle ne le soit pas, via cette application. Ensuite, on a rajouté des bons de livraison pour avoir une communication entre l'agriculteur et nos chefs de silo. Au fur et à mesure. Donc on a fait ça année par année, on l'a fait au fur et à mesure, ça fonctionne plutôt pas mal. De la même manière, on a commencé à digitaliser nos plans moissons, où je crois que c'est la 4e campagne qu'on va commencer de manière digitale. Avant, c'était fait à la main. Et cette approche, on l'a fait aussi progressivement, c'est-à-dire qu'on a testé d'abord une première solution, ensuite on a testé une deuxième solution sur une deuxième campagne de plan moisson, et au fur et à mesure, on va l'agrémenter, on va lui rajouter des options, on va la rendre un petit peu plus
un peu plus flexible, un peu plus agile. On va pouvoir la mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution de la moisson. Donc tout ça se fait progressivement. Encore une fois, on pourrait aller beaucoup plus vite. On a choisi le fait de le faire progressivement, mais de manière très, de manière à ce qu'elle soit vraiment adoptée par l'ensemble des parties prenantes, qu'elle est adoptée par les opérateurs, ceux qui vont réaliser le plan moisson, elle est adoptée par nos chefs de silo, mais aussi adoptée par nos clients agriculteurs. C'est très important pour nous. Christophe, vous avez choisi d'aller vite, de mettre le sujet en haut de la pile, et vous dites qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus vous en passer. Non, objectivement, je ne peux plus m'en passer. Et en fait, je me demande, alors à aujourd'hui, la ligne d'horizon, elle est quand même extrêmement longue. Ça peut toucher à tous les domaines, puisque on fait des propositions à nos adhérents sur un suivi, par exemple, de leur traitement fongicide, par exemple, en modélisant la maladie, en intégrant les données météo, en intégrant les données parcellaires. Donc ça, c'est une des choses qui peut être intéressante. Mais si on va plus loin, on s'aperçoit, par exemple, que la trésorerie d'une entreprise, la finance, peut être aussi complètement digitalisée. Et du coup, quand on discute avec les équipes et qu'elles ont compris l'enjeu de la data, pour une direction générale, en tout cas pour les managers des entreprises, ça devient déjà une source d'inspiration, d'efficience dans l'entreprise, puis de changement et d'accompagnement du changement. On va plus vite, on est plus efficient, on fait moins de tâches redondantes. Donc non, moi je m'en passerai plus, mais je n'en connais encore pas les limites à ce stade. Mais alors où sont les gisements de valeur? Question que j'aimerais vous poser à tous finalement. Édouard, gisements de valeur? Il y en a partout. On a parlé des flux tout à l'heure. La supply, elle peut être largement optimisée, par le fait de savoir où sont nos stocks, où est-ce qu'on aura besoin de ces stocks à l'avenir, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc bien évidemment en termes de supply, en termes de productivité dans les process. Je crois qu'on a parlé de travail manuel répétitif, et tout ça peut être digitalisé. On digitalise tout ça à travers beaucoup de solutions. On a introduit des petits robots, les robots de processing automation, qui sont des petits robots qui permettent de prendre des données quelque part et de les mettre automatiquement dans un autre logiciel, dans un autre système. Et ça nous permet de gagner en productivité de manière très large sur l'ensemble des domaines. Félix? Oui, j'allais dire que je pense que la digitalisation peut permettre de trouver aussi des gisements de valeur. L'exemple, c'est avec Dijon Céréales. Quand on a démarré, on avait des sondes de température. On s'est rendu compte que les sondes de température, on pouvait piloter la ventilation. Le pilotage de la ventilation, ça nous permet de faire des économies industrielles, de faire des économies de ventilation, etc., etc. Et donc on apprend aussi en marchant, mais tant qu'on ne digitalise pas et tant qu'on n'a pas la donnée pour pouvoir analyser tout ça, je pense que c'est compliqué de savoir où sont les gisements de valeur. Alors évidemment, on peut en identifier sur toute cette chaîne. Nous, globalement, on se positionne de l'agriculteur jusqu'aux industries de première transformation. On a déjà beaucoup d'euros par tonne à aller sauvegarder, mais il y a beaucoup de ces gisements de valeur qui vont aussi arriver au fur et à mesure qu'on avance avec ces organismes stockeurs et qu'on peut monitorer ces différentes choses. Yannick et puis Christophe? En fait, je parlais tout à l'heure de la transformation. Bien évidemment, quand on engage des moyens dans le digital et dans la digitalisation, on doit démontrer des ROI, ça c'est clair. Néanmoins, il y a une partie de la performance qu'on ne peut pas capter, pas forcément valoriser telle que, économiquement parlant. Quand on parle de transformation des organisations, quand on parle de responsabilisation des opérateurs, c'est très compliqué de mettre des chiffres derrière tout ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a fait, nous, des pilotes sur certaines usines, on s'est rendu compte que en fait, le gisement final était beaucoup plus important à l'arrivée que ce que nous avions imaginé au départ, sur des éléments purement valorisables. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, parce que mettre tout derrière, effectivement, des dimensions, et bien sûr c'est important, de ROI et financière, ce n'est qu'une partie de l'équation. Et vraiment, le digital, c'est vraiment une vraie transformation profonde de l'entreprise, et il faut le prendre sous ce prisme-là également. Christophe, vous vouliez souligner également l'importance d'avoir un seul référentiel de données pour les équipes, sinon vous dites que ce n'est pas forcément efficace. Alors, on fonctionne avec du data hub. Donc on a un data hub, tout est intégré dans le data hub. Ensuite l'équipe intègre, gère la donnée, la transforme quand ils le font, et ensuite quand il le faut, et ensuite projette les demandes des équipes, parce qu'en fait c'est les équipes qui évoquent leurs besoins, et derrière c'est transformé par les équipes de data scientists. Je voulais rebondir sur la partie
création de valeur, parce qu'elle n'est pas forcément simple. On ne fait pas de l'EBITDA avec de la donnée, ou en tout cas on en fait, mais de façon très indirecte, sans forcément la calculer. Pour moi, c'est pas une charge, c'est de fait un investissement. On est en train de travailler avec les équipes Javelot sur un procédé qu'on appelle AgriSite, qui est donc la digitalisation de la chaîne céréale. On optimise nos stocks, on optimise nos transports, on rend beaucoup plus efficient nos équipes. Donc comment ça se calcule à la fin ? On le verra au fur et à mesure du temps. Mais de fait, sur la clé d'entrée, pour moi, c'est on investit, on est sûr que ça va donner, mais alors certain, et puis on verra combien au final. Mais de fait, c'est systématiquement une efficience. D'autant plus dans un métier du vivant, où toutes les années sont différentes, c'est d'autant plus difficile à mesurer. Et justement, Félix, quel type de solutions demandent les organismes stockeurs aujourd'hui ? Alors des solutions qui sont créatrices de valeur, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on progresse au fur et à mesure avec ces organismes stockeurs et à l'origine, on va pouvoir leur proposer des outils qui vont leur permettre de mesurer. Dans un deuxième temps, on va être beaucoup plus proactif dans ce qu'on peut leur proposer, qui va répondre à leurs besoins en direct. Et puis après, on peut rajouter plein de couches de services. On parle beaucoup d'IA en ce moment, d'IA génératif, et c'est des choses qu'on va pouvoir au fur et à mesure ajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait, et que ce soit un choix d'entreprise, et après on peut créer énormément de solutions. Édouard, quels sont les facteurs clés de réussite aujourd'hui ? Comment finalement réussir ce changement ? La clé du changement, c'est quoi ? Alors des facteurs clés, il y en a beaucoup. C'est une question toujours un peu compliquée et en même temps simple. Le facteur clé de réussite, c'est de faire adopter les solutions par les équipes, par nos clients, par l'ensemble des parties prenantes. Après, on peut imaginer tous les moyens bons pour faire adopter ça par les équipes, mais c'est vraiment l'adoption qui est absolument clé en termes de facteurs clés de succès. Et comment on y arrive ? Je dirais que ça dépend des équipes. Il y a des équipes à qui il faut prouver la valeur. Donc là où je m'inscris un petit peu non pas en faux, mais en complément, c'est qu'il y a des équipes à qui il va falloir prouver un ROI dès le départ. Même s'il est petit, même s'il est sur un bout de l'histoire, mais parce qu'on sait qu'on pourra aller beaucoup plus loin après. Mais expliquer que... Parce que c'est concret, non ? Parce que c'est concret, exactement. Et qu'aujourd'hui, on leur demande de la performance et qu'à la fin de l'année, ils sont jugés sur leur performance. Donc pour cette adoption, il faut leur montrer qu'on crée une valeur. Le ROI, alors, il peut être financier, et bien souvent il est financier, mais il peut être aussi pour les clients, il peut être aussi pour l'intérêt du boulot. De chacun des opérateurs. Donc, je pense que c'est un facteur qui est très important pour l'adoption de ces solutions-là. Yannick, le facteur humain, c'est la clé. Alors, le facteur humain, c'est la clé, mais avant tout, la digitalisation doit répondre aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, il faut vraiment voir la digitalisation comme un levier d'accélération pour aller beaucoup plus loin dans l'exécution de notre stratégie. Le facteur humain, je pense que il est fondamental et deux, on y répond si le digital est capable de répondre à des besoins. En fait, souvent, on se rend compte que on a des freins, on a des besoins qui sont mal gérés, mal compris, etc. Et donc, le digital peut être un formidable levier de répondre à des besoins et des problématiques. Et à partir du moment où on démontre à la fois la valeur et qu'on répond à des besoins qui sont clairement exprimés, en fait, on réussit à convaincre quelque part qu'il faut avancer. Dernier point fondamental, on est dans un environnement hyper compétitif. Je pense qu'il y a des trains qui passent et après c'est à chacun de monter dedans ou pas. Est-ce qu'on peut ne pas monter dans le train aujourd'hui ? Je ne sais pas, ce sont des choix d'entreprise. Ce que je peux dire simplement, c'est que pour avoir rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises depuis quelques mois, c'est que je sens une vraie accélération. Et quand on digitalise, en fait, on construit un écosystème quelque part dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires, et nous, c'est ce qu'on fait chez Bell. On travaille avec des partenaires et on cherche vraiment à développer une relation gagnant-gagnant parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y arriver tout seul, très clairement. Et ça, c'est effectivement aussi important dans les choix stratégiques de choisir ses partenaires pour construire cette roadmap digitale pour les prochaines années. Christophe, vous disiez qu'il faut également partir des besoins du terrain, c'est essentiel. Systématiquement, alors, moi en tant que DG, j'ai mis ça au-dessus de la pile. Donc on a créé une équipe parce qu'on considère qu'il y a des besoins. Et puis ensuite, c'est de faire réfléchir chacun
au niveau des services en disant de quoi tu as besoin, comment tu peux optimiser ton dossier. Alors, il y a un vrai acte managérial. Moi, je trouve que dans l'entreprise, alors il faut des petites victoires, hein, de fait, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Mais du moment où les collaborateurs ont compris l'intérêt de la data, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place parce qu'un service a fonctionné, le service adhérent a fonctionné avec quelqu'un qui tourne bien, le service agro a évolué avec quelque chose qui va bien. Donc du coup, ça emmène les autres équipes à dire bah attends, moi je peux peut-être faire ça. Par exemple, là, je vous donne un exemple tout frais, on est en train de revoir le mode de fonctionnement du contrôle de gestion dans l'entreprise parce que ça peut optimiser complètement le schéma de contrôle de gestion, être beaucoup plus réactif, mettre en place des tableaux de suivi qui seront beaucoup plus partagés par l'ensemble de l'entreprise. Et donc, de fait, ça en parle de façon positive dans l'entreprise. Mais en tout cas, il faut une charge de la preuve. L'humain fonctionne comme ça pour tout, d'ailleurs. Est-ce que l'aspect financier peut être un frein ? C'est toujours un frein, mais je ne crois pas qu'on soit sur des investissements colossaux. En fait, ce qui peut être un frein, c'est l'aversion au changement et les problématiques de blocage des uns et des autres dans une évolution quelque part. Donc l'enjeu managérial est colossal. Il ne me semble pas qu'à ce stade, l'enjeu financier autour de la data soit vraiment un frein. Je voudrais avoir votre avis à tous sur cette question. Édouard ? Je ne dirais pas mieux que Christophe. Sur cet aspect-là, l'enjeu financier n'est pas un frein, l'enjeu culturel peut l'être, bien évidemment. Pour moi, il y a un enjeu de priorisation, parce que ça part, de la digitalisation, on peut y aller, on peut la voir absolument partout, avec très nombreuses technologies, avec de très nombreux acteurs qui viennent proposer leurs solutions et qui sont toutes un petit peu complémentaires, un petit peu redondantes et un petit peu adaptées, un petit peu non adaptées. Donc à nous de prioriser l'ensemble des... Aujourd'hui, on s'est lancé dans l'IA générative, donc on étudie beaucoup de preuves de concept sur l'IA générative, mais je ne sais pas, des idées, on en a 100, on en a 200 là, qui sont en cours, et on ne les mettra pas toutes en œuvre comme ça, claque doigt, sur quelques mois. Donc il va falloir prioriser l'ensemble de ces initiatives pour pouvoir les faire adopter. Et comment est-ce qu'on travaille sur l'enjeu culturel alors ? Vaste question. Vaste question. Les petites victoires qui permettent à chacun de montrer que ça fonctionne. Et donc, si ça fonctionne chez l'un, ça peut fonctionner chez l'autre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est effectivement faire comprendre l'enjeu que chacun a d'adopter ces différentes technologies. Pourquoi est-ce que c'est bien pour lui ? Pourquoi est-ce que c'est bien pour ses interlocuteurs ? Pourquoi c'est bien pour ses clients ? Et donc, pourquoi est-ce que c'est bien pour l'ensemble de l'entreprise ? Je pense que c'est un enjeu qui est à travailler, qui restera à travailler encore pendant de nombreuses années. Yannick et Félix sur cette question. Je partage totalement le point de la priorisation parce qu'effectivement, on peut avoir des centaines de cas d'usage à devoir traiter. Néanmoins, il y a un point qui est fondamental, c'est que la digitalisation est un levier au service de la stratégie de l'entreprise. Donc à partir du moment où on part sur cet axe de plan stratégique, les priorités sont vite, on va dire, définies et calées. Et après, moi, je reviens effectivement sur cet écosystème. On est extrêmement sollicité par beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires, beaucoup de startups. On a effectivement ce travail d'ouverture aussi sur le monde extérieur pour effectivement comprendre où sont les acteurs de demain qui vont nous permettre de progresser. Et sur la partie technologique, les choses avancent très vite. On parle d'IA générative, mais ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est l'IA analytique et de voir comment demain le prédictif va pouvoir nous aider à mieux piloter nos consommations d'énergie, nos achats, etc. C'est effectivement dans tous les domaines, mais je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre sur la base d'une stratégie qui a été établie par, on va dire, la direction générale de l'entreprise. Félix, sur cette question, sur ces enjeux financiers, culturels. On est parti du culturels. sujet financier. Moi, je pense que le sujet financier ou le ROI, c'est une case à cocher. Quand on a des prospects ou des futurs partenaires qui ne nous parlent que de ROI, ça ne peut pas fonctionner. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas matures, ça veut dire qu'on ne parle même plus du produit ou de la technologie. Par définition, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Par contre, il faut absolument que ce soit un choix d'entreprise et un choix fort, alors qui va de la direction générale jusqu'aux équipes de terrain. Et ça doit être partagé par tout le monde. Il faut qu'il y ait une impulsion, je pense, qui soit donnée par la direction générale, mais que ça puisse aussi être infusé et diffusé auprès des équipes qui vont adopter les outils, etc.
et finalement qui vont les adopter assez vite si on leur explique pourquoi, comment. Et puis notre rôle, je pense, d'entreprise du digital, c'est aussi d'accompagner ces acteurs dans la transformation digitale de leurs outils. Par définition, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas natif chez eux, ils ont fait autrement depuis longtemps, mais notre métier, au-delà de leur mettre un bel outil dans les mains, d'aller déployer des belles solutions dans leurs outils industriels, c'est aussi de leur expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va gagner, comment est-ce que toi, ton métier va changer, etc. etc. Et le ROI, c'est vraiment la pédagogie simplement... alors, hein, on passe par de la pédagogie. Il y a un sujet d'acculturation bien sûr. très important. Il y a un côté pédagogique également très important, parce que si nos interlocuteurs en face n'ont pas compris, on aura beau avoir le meilleur produit du monde, ça ne fonctionnera pas. Et c'est symptomatique chez nous. Chez nous, donc, l'équipe aujourd'hui, on est 70. On a une trentaine de personnes qui sont dans l'accompagnement client, qui ne font que ça toute la journée. Une fois que c'est signé, on est dans l'après-vente, mais on va expliquer, diffuser le pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on est efficace, pourquoi est-ce qu'on est plus efficace qu'avant. Éventuellement les couacs, ça arrive, on peut avoir des couacs dans un déploiement. Et comment est-ce qu'on fait autrement pour aller plus loin et plus vite toujours. Alors vous avez en partie répondu à ma question suivante. Par quel bout est-ce qu'on prend cette digitalisation? Comment est-ce qu'on la structure? Est-ce qu'on fait soi-même? Est-ce qu'on passe par des prestataires? Quels sont vos retours d'expérience en tant que chef d'entreprise, Édouard? On fait un peu de tout. On fait un peu de tout quand on sait faire, et effectivement. Vous n'avez pas d'équipe dédiée à la transfo? Ah si. Alors, à la transformation chez Soufflet Agriculture, parce qu'on parle d'OS, on n'a pas d'équipe dédiée à la transformation. Par contre, on a bien une Digital Factory qui fait plusieurs dizaines, voire centaines de personnes chez InVivo, qui sert l'ensemble de nos métiers, et donc qui sert y compris Soufflet Agriculture. Et donc on fait beaucoup interne. On parle de Farmi. Farmi est une solution propriétaire en interne. C'est nous qui avons aussi développé Aladdin en termes de e-commerce pour l'ensemble en tout cas un certain nombre de coopératives adhérentes. Donc oui, on fait nous-mêmes. Maintenant, la digitalisation, on sera incapable de faire l'ensemble, de maîtriser l'ensemble des technologies et de faire l'ensemble des cas d'usage tout seul. Donc on s'appuie sur des partenaires, des partenaires aussi bien en termes de capteurs qu'en termes d'algorithmie, que de solutions proposées. Et il y a des gens qui savent, on parle par exemple d'optimisation d'énergie, il y a des gens qui savent bien mieux faire que nous cette typologie d'optimisation. On parle d'optimisation de nos plants moissons. AgriSide sait bien mieux faire que nous la digitalisation de cette typologie de plants moissons. Donc bien sûr qu'on utilise les deux canaux. Christophe et puis Yannick, comment on s'y prend? Est-ce que le marché est très structuré aujourd'hui, suffisamment mature? Alors je laisserai Félix répondre à la perception du marché. Moi je pense qu'il faut faire un mixte, c'est-à-dire que nous on a les équipes. Donc elles savent développer des sujets plus ou moins importants dans l'entreprise. Et puis derrière, je reprends l'exemple de la digitalisation de la chaîne céréales. C'est plutôt l'équipe Javelot qui va travailler avec nos équipes et essayer de trouver le juste milieu en termes de fonctionnement. Donc je pense qu'il faut... Puis en plus, il y a des sujets qu'on ne connaît pas qui vont arriver demain. Donc il faut surtout s'ouvrir à l'extérieur. Il y a la ferme digitale juste à côté de nous. Il y a plein de choses plutôt sympas qui s'y développent. Mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir ses chakras dans ce dossier-là. Mais avoir une équipe à soi en interne, je trouve que c'est un vrai avantage. Ouvrir sa chakra, est-ce que ça veut dire s'inspirer d'autres modèles dans le monde aussi, ou européens? Comment on s'y prend en tant que chef d'entreprise? Comment est-ce qu'on choisit les bons partenaires, Yannick? En fait, je pense qu'il y a une veille technologique permanente à avoir, parce que le monde évolue de façon très, très rapide. Et donc, il faut vraiment être au courant des nouvelles technologies et des nouvelles solutions qui émergent sur le marché. Pour revenir sur votre question sur l'externe versus l'interne, bien évidemment, la taille de notre groupe fait qu'on a aussi des équipes dédiées. Néanmoins, les retours d'expérience que j'ai dans la mesure où on est, nous, sur des projets internationaux à déployer dans plusieurs pays, montrent que le support de l'externe est juste indispensable. Il est à la fois indispensable sur l'évolutivité de la solution, l'expertise au niveau de cette solution et la capacité à le terme anglais c'est scaler, c'est-à-dire déployer la solution. L'un des enjeux majeurs et des conditions d'échec des transformations digitales, c'est l'incapacité à déployer rapidement. Et sans partenaire extérieur, dans un environnement international, c'est très compliqué de déployer rapidement la solution
sur un écosystème de, pour ce qui nous concerne, plusieurs dizaines d'usines. Et donc moi, je suis plutôt effectivement orienté sur l'externe. Et l'externe est également source d'inspiration et dans une recherche permanente de benchmarking par rapport à la concurrence et par rapport aux autres acteurs. Et ça force à l'humilité quelque part. Absolument, et à la remise en absolument. question. Et je considère qu'en ce qui nous concerne, nous sommes producteurs de fromage et on n'est pas éditeur de solutions. Il y a des gens qui savent faire Chacun bien mieux son que métier. nous, bien mieux que nous ça, quoi. Donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Yannick, le support de l'externe est indispensable. Pour autant, le marché est-il suffisamment mature aujourd'hui, Félix ? Alors sur la maturité du marché, je pense que oui, il y a beaucoup de technologies qui arrivent. Alors quand est-ce qu'il sera mature ? Parce qu'en fait, il y a des technologies qui vont se renouveler en permanence. Il y a peut-être un besoin de consolidation pour y voir plus clair. Alors je laisserai mes amis commenter ça, mais je pense que de consolider pour pouvoir mutualiser les forces, alimenter des modèles avec des données qui seront consolidées, je pense qu'on a beaucoup à y gagner. Après, moi, forcément, je prêche pour l'externe, c'est mon rôle et c'est mon métier. Mais c'est notre expertise. Notre expertise, elle est dans la construction d'outils, dans le digital, dans l'exploitation des données. Elle n'est pas dans le savoir-faire métier. Je serais incapable d'orienter Yannick sur comment est-ce qu'on fait un fromage, au même titre que, plus proche de nos métiers, je suis incapable de dire à un chef de silo précisément comment est-ce que tu dois faire ton métier. Moi, mon rôle, c'est de m'inspirer de ce qu'il fait, comment il le fait, de lui donner les bons outils pour pouvoir encore mieux le faire, de manière évolutive, etc. C'est d'investir. C'est sûr que moi, quand j'investis 2, 3, 4 millions d'euros dans une solution, ça me permet de mutualiser avec l'ensemble des acteurs qui vont travailler avec nous. Et donc, je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace. Et surtout, ce côté évolutif, alors c'est le cœur même de notre business model, le fait qu'on facture du software de manière annuelle, mais ça nous permet de vendre quelque chose qui sera chaque année différent et chaque année un peu plus puissant. On va chaque année un peu plus loin et tous nos clients peuvent en profiter. Donc je suis évidemment un fervent défenseur de ce genre de modèle. Messieurs, de par vos retours d'expérience, on l'a compris, le train de la digitalisation, vous l'avez pris, il faut le prendre. Pour autant, et ce sera la conclusion de ce débat, est-ce que vous y voyez quand même des freins ? Je ne sais pas, en termes de formation, d'accompagnement, quels freins y voyez-vous aujourd'hui ? S'il y en a, si vous en voyez. Je peux peut-être démarrer. Moi, je pense que aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, mais je pense que le principal frein, il est plus culturel. Il n'est pas forcément financier parce que de toute façon, prouver un ROI, on doit le faire. Alors effectivement, il peut y avoir des gains qui sont multiples. Par contre, il faut le faire dans une entreprise qui est prête à l'accepter, à le comprendre et pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ce frein culturel, il est majeur. Et c'est pour ça que ça se travaille à tous les niveaux de l'entreprise, mais à commencer par, selon moi, la direction générale, parce qu'il doit y avoir une impulsion qui est donnée par la direction générale. Un frein culturel franco-français ? Non, question de journaliste. Je ne sais pas si les franco-français, c'est toujours compliqué de changer. Je pense que dans tous les pays. Non, moi je vois un frein, en tout cas dans notre monde agricole, c'est tout ce qu'il y a à faire en même temps. C'est-à-dire qu'on a les transitions, on a les marchés, on a potentiellement des crises. C'est beaucoup de choses. Quand je mets ça sur le bureau des conseils d'administration ou des équipes. Donc c'est surtout ça, je pense. Parce que si on n'avait que la partie data à traiter ou digitalisation d'entreprise, ça serait un sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet parmi 5, 6, 7 qui sont ultra importants. Donc ça peut être un train peut-être plus conjoncturel que structurel qu'on rencontre aujourd'hui. Et est-ce que la digitalisation peut faire peur au sein d'une entreprise en termes d'emploi, je veux dire, tout simplement, en termes humains ? Yannick ? Moi, je ne crois pas. Tous les programmes de digitalisation qu'on a menés dans les usines, en fait, ont été extrêmement bien perçus parce que les opérateurs, les équipes sur le terrain ont vu la valeur qu'elles pouvaient en tirer. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer ça. C'est un vrai levier d'enrichissement personnel. Et d'ailleurs, je dois le dire, c'est même plus que ça, c'est un levier d'attractivité. Les entreprises qui ne digitalisent pas ou qui n'ont pas pris ce train auront beaucoup de mal demain à recruter des talents, auront beaucoup de mal demain à recruter des jeunes ingénieurs et c'est aussi la porte ouverte à des futures compétences et on aura besoin de plus en plus demain de data scientists dans les équipes des opérations. Donc c'est en fait un formidable levier d'opportunité sur les compétences. Donc moi je le vois de façon extrêmement positive sur l'angle humain. Édouard ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais, ça n'est plus un problème de peur et d'emploi, parce que on a essayé il y a, je pense, à peu près une dizaine d'années, de digitaliser une partie de nos process et donc d'attaquer véritablement le cœur de métier d'un certain nombre de nos usines. Ça n'a pas fonctionné parce que justement les gens ont eu peur qu'on leur prenne leur boulot. Et puis les technologies, une deuxième raison, c'est que les technologies n'étaient pas complètement matures. Aujourd'hui, on revient avec quasiment exactement le même projet, et là, tout le monde est enthousiaste. Tout le monde est enthousiaste parce que, justement, ils ont conscience, avec tout l'environnement digital qui a évolué quand même depuis 10 ans, que ça va les aider et qu'ils vont être beaucoup plus performants dans leur et ça rend leur job très intéressant. Donc, je ne pense pas que la crainte sur l'emploi soit très importante. En tout cas, elle ne l'est plus. Et après, en termes de freins, je dirais, il y a effectivement tout ce qu'il y a à faire, mais il y a aussi ce qu'on voit, c'est le digital, ça paraît facile. Ça paraît facile parce que quand on prend un portable, on scrolle une application, ça paraît assez simple et on voit bien tout de suite ce que ça peut donner, surtout quand ça fonctionne. Et en fait, ce sont quand même des projets, quand on veut un petit peu d'impact, qui sont quand même importants et qui demandent beaucoup d'attention et qui demandent un peu de temps pour être développés et pour avoir une vraie valeur. Ce pas des projets qui sont faits en 15 jours et dont on a un super résultat en 15 jours. Et ça, je pense que dans l'aspect culturel, justement, dans la partie adoption, c'est quelque chose d'important à mentionner aux équipes, c'est qu'ils n'auront pas des solutions comme ça, toutes faites, claque-doigts, en 15 jours. Ça prend quand même un petit peu de temps. Eh bien, merci infiniment, messieurs, pour la grande richesse de vos propos. Je vous souhaite un très beau salon de l'agriculture. À très bientôt. Merci. Merci.